Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à cette matinale consacrée à l'identité numérique et aux blockchains au pluriel. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors, ce matin, vous êtes en grande majorité en distanciel. Alors, ça peut se comprendre compte tenu de la thématique numérique et puis de ce jour un peu particulier des difficultés dans les transports. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous d'être là ce matin dans le cadre de l'AEFR, l'association Europe Finance Régulation que l'on ne présente plus. Donc la thématique de ce matin, l'identité numérique et les blockchains, ce qui a retenu toute mon attention, pourrait apparaître un peu, je dirais, conceptuel, voire même ésotérique pour les néophytes. Cela étant, vous allez le découvrir aujourd'hui pour certains d'entre vous, c'est déjà éminemment concret. Derrière l'identité numérique dans le cadre des blockchains se cachent des enjeux de société et peut-être du coup des régulations à revisiter. Mais au fond, qu'est-ce que l'identité numérique? Comment les technologies blockchains ont-elles déjà aidé certains pays en développement, notamment africains, pour certifier des diplômes, pour établir un cadastre par exemple? Savez-vous que l'Europe s'y intéresse de très près, que la Commission européenne voudrait même fournir une solution d'identité numérique décentralisée à tous les Européens? Mais qu'est-ce qu'une identité numérique décentralisée par rapport à une identité numérique centralisée? Je ne voudrais pas davantage déflorer le sujet. Je suis impatiente moi-même d'écouter Jacques-André Finn-Schlumberger, qui est notre invité ce matin. Alors Jacques-André, vous êtes entre autres docteur en sciences de l'information et de la communication, vous êtes enseignant à l'université Panthéon-Assas, entrepreneur et cofondateur de l'association Blockchains for Good. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Et en 2022, c'est dans le cadre de cette association que vous avez publié un rapport, un pavé de 80 pages quand même, sur les blockchains et le développement durable, et tout ce qui a trait à l'identité numérique et la propriété n'en est qu'un extrait. Je suis sûre que vous allez nous donner l'envie d'en découvrir l'intégralité, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Donc sans plus attendre, Jacques-André, c'est à vous. Merci beaucoup Martine Legal. Merci à l'AEFR d'avoir organisé cette matinale sur le thème de l'identité décentralisée, dont vous allez entendre parler de plus en plus, j'imagine, jusqu'à peut-être même basculer vous-même vers ce nouveau paradigme d'identification et d'authentification. Donc, effectivement, je m'appelle Jacques-André Finn-Schlumberger, je suis juriste de formation, entrepreneur de l'économie numérique depuis 1999, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication depuis 2012, et depuis, je cultive avoir un pied dans l'entrepreneuriat, en ce moment associatif, et dans le monde de la recherche. Donc en plus d'être enseignant à Paris 2 Assas et rédacteur pour la Revue européenne des médias et du numérique, qui est une revue de vulgarisation scientifique qui dépend d'un labo de Paris 2, je suis responsable des opérations de l'association Blockchain for Good que je représente aujourd'hui devant vous. Alors, le plan de la matinale, le voici. Je vais commencer par vous introduire, donner quelques mots sur l'association Blockchain for Good, présenter le rapport qu'on a publié l'année dernière, Blockchain et développement durable, et apporter quelques éléments de contexte en introduction autour de la ou des blockchains ou d'une blockchain, et peut-être un point aussi très rapide à propos de Bitcoin, avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc sur l'identité décentralisée ou l'identité auto-souveraine. Et on va terminer par balayer quelques cas d'usage de mise en œuvre opérationnelle aujourd'hui, ou conceptuelle d'ailleurs, de ce nouveau paradigme de l'identité décentralisée. Alors, l'association Blockchain for Good, c'est une association à but non lucratif. On est un collectif de chercheurs, d'entrepreneurs, de passionnés par ces sujets. L'objet de l'association, c'est de contribuer à la recherche et de faire le pont entre l'écosystème des blockchains d'un côté et les acteurs du développement durable de l'autre. Alors, on bénéficie du soutien de grands partenaires institutionnels, la chaire Blockchain et plateformes de l'École polytechnique,
BPI France, la Caisse des dépôts et des consignations, un partenaire scientifique, l'Institut Louis Bachelier, que vous connaissez bien, et le soutien également de la fondation Helix. Donc on travaille sur ce sujet depuis 2018. Le For Good de Blockchain for Good, c'est notre grille de lecture pour interpréter des projets blockchain à l'aune des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. En fait, quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet, blockchain d'un côté et développement durable de l'autre, plutôt que de s'appuyer sur des promesses ou de la théorie, notre premier travail a consisté à collecter des données sur des projets à impact construits sur des blockchains. Donc on a constitué ce premier annuaire, cette première base de données. On a réuni à peu près 300 projets à l'époque, en 2018, et on a rédigé un premier rapport d'analyse paru en 2020 avec le soutien académique de l'Institut Louis Bachelier. Je ne suis pas ingénieur de formation, vous avez compris, mais juriste. Donc notre premier moyen d'action, c'est la création et la maintenance d'un annuaire mondial dont les données sont disponibles en open data. Aujourd'hui, à peu près 1500 projets dans la base, de projets à impact, classés dans 14 grandes catégories, pour assurer une corrélation avec les objectifs de développement durable. Et ces projets, on s'appuie sur un framework qui s'appelle TONIC, T-O-N-2-I-C, qui permet en fait de rapprocher des secteurs d'activité avec ces objectifs de développement durable. Donc après la parution du premier rapport, on s'est rapproché d'une autre association qui s'appelle positiveblockchain.io, qui est aussi une association à but non lucratif et qui tenait, ou qui tient d'ailleurs toujours, un annuaire en ligne de projets blockchain à impact. On s'est plutôt bien entendu, donc on a fusionné nos bases de données et depuis, on participe activement à la collecte et à la maintenance de cette base de données à travers un réseau de contributeurs international qui oscille entre 20-30 personnes à peu près. Aujourd'hui, en 2022, plutôt l'année dernière, la base comprenait 1200 projets et c'est à partir de ce matériau qu'on a rédigé un second rapport d'analyse beaucoup plus ambitieux que le premier paru en 2020. L'idée, en revanche, a toujours été de parler dans un langage clair, sans bullshit words, s'adresser à un large public curieux de ces sujets pour monter en connaissance sur ce sujet qui nous semble une innovation de rupture, au même titre que le web a bouleversé notre manière d'échanger de l'information. Nous pensons que les blockchains, notamment publiques, bouleversent notre manière d'échanger de la valeur. Donc le rapport de l'année dernière est disponible en français, en anglais, bientôt en espagnol. Alors il est long, il est très long, il fait 450 pages. Donc on sait que c'est beaucoup trop long. Donc on l'a découpé en 12 cahiers. Ces 12 cahiers correspondant chacun à un chapitre. Et vous en doutez également une catégorie de l'annuaire en ligne, dont une refonte d'ailleurs est prévue dans les 6 prochains mois, mais qui permet d'être une porte d'entrée suivant le thème de prédilection de chacun, donc identité et propriété, monnaie pair à pair et argent programmable, monnaie électronique pair à pair et argent programmable, santé, environnement et climat, Web3, art et sciences, énergie, chaîne d'approvisionnement et logistique, agriculture et alimentation, gouvernement et démocratie, aide, charité et philanthropie, communication électronique et télécommunication, et enfin, éducation et emploi. Alors, à chaque fois, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur les cas concrets qu'on a trouvés dans la base de données. Donc, quelles sont les promesses, quels sont les cas d'usage qu'on a pu identifier, et puis après, essayer de les challenger un petit peu, poser des questions, soulever des enjeux. On est des chercheurs, on n'est pas des consultants, on n'essaie pas de vendre quelque chose, mais pour avoir une cartographie, un aperçu de ce qui se fait dans chacun de ces domaines. Alors, comme les données, je vous ai dit, de l'annuaire en ligne sont accessibles librement dans un format open data, le rapport est également publié en Creative Commons. Il est librement téléchargeable sur le site blockchainforgood.fr. Il n'y a pas besoin de laisser un mail non plus. Et donc, c'est de la vulgarisation scientifique. Donc, en guise d'introduction, je vous disais tout à l'heure, peut-être un mot rapide pour reposer le contexte
et faire deux petites mises au point, une première sémantique et une autre conceptuelle. Depuis à peu près 2 ans, on assiste à un certain engouement du grand public et des médias, pour le meilleur et pour le pire, autour des mots blockchain, DeFi pour finance décentralisée, NFT pour token non fongible ou jetons non fongibles, métaverse, Web3, au point qu'on a l'impression, en tout cas qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de choses très différentes alors qu'ils ont l'impression de parler de la même chose. Donc le premier point dont je voulais vous parler, c'est vous poser la question de savoir si on disait plutôt la ou les blockchains. Pourquoi? Parce que quand on dit la blockchain, en fait, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, parce qu'il en existe au moins 2 grands types. Le premier, c'est les blockchains dites privées, ce qui est un peu un oxymore pour nous. Et les secondes, ce sont les blockchains dites publiques. Et ensuite, pour chacune de ces blockchains, on a des blockchains avec ou sans permission. Alors, c'est important de faire la différence entre les deux, au moins public et privé, parce que sinon on confond tout. Et pour s'y retrouver, il suffit de se poser 3 petites questions. Les blockchains, vous savez, sont des registres distribués qui permettent d'échanger de la valeur en pair à pair et de distribuer la confiance sur un réseau plutôt que par l'intermédiaire d'un opérateur central. Donc les 3 questions, c'est combien de registres existent-ils? Si on n'a qu'un seul, c'est un registre traditionnel. Si on a plusieurs, on peut passer à la deuxième question. Qui peut accéder au registre et l'utiliser? Soit ce sont certains acteurs identifiés, soit quiconque, mais sans partager un certain nombre de données. On est dans un univers de blockchain dite privée, avec ou sans permission. Et enfin, si tout le monde peut accéder au registre et l'utiliser, on se pose la 3e question, qui maintient l'intégrité du registre distribué? Et là encore, on fait la distinction entre seulement des acteurs identifiés validés par le réseau. À ce moment-là, on parlera de blockchain publique avec permission, largement adapté par des consortiums d'entreprises notamment, ou alors quiconque peut maintenir l'intégrité du registre, et à ce moment-là, on parle de blockchain publique sans permission. Je vous ai donné à chaque fois quelques exemples de blockchain sur le graphique. La première blockchain publique a été créée en 2008, elle a été mise en œuvre en 2009, elle s'appelle Bitcoin avec un B majuscule, et son token s'appelle aussi Bitcoin avec un B minuscule. Alors à quoi ça sert? Plutôt que de décrire l'aspect technique de Bitcoin, c'est un système ouvert à quiconque, accessible de partout sur la planète, sans condition de nationalité, qui permet de détenir de l'argent liquide numérique en propre, l'envoyer à n'importe qui, en recevoir, le tout sans intermédiaire, la validation des transactions étant justement opérée par le système. Donc les caractéristiques fondamentales d'une blockchain publique sans permission, c'est la décentralisation. Les caractéristiques des autres blockchains, quelque part, il y a une partie qui sera centralisée. Donc beaucoup de projets Web3, NFT, métavers et consorts aujourd'hui dont on entend parler ne sont pas vraiment décentralisés, et c'est important de le savoir. Ensuite, deuxième élément de contexte dont je voulais vous parler, Bitcoin consomme de l'énergie. Alors, pour reprendre, et ne plus en parler après d'ailleurs, mais c'est une question qui revient tout le temps, vous savez tous ce que c'est que de l'argent liquide. L'argent liquide, celui que vous avez dans votre portefeuille, des pièces et des billets. Eh bien, Bitcoin, pour donner une définition la plus simple possible, c'est la même chose, mais sous forme numérique. C'est de l'argent liquide numérique. Autrement dit, pour en détenir, il vous faudra aussi détenir un portefeuille numérique, un wallet, et cet argent, vous l'aurez en propre, comme l'argent liquide que vous avez dans la poche. Il est insaisissable, vous pouvez l'envoyer à quiconque sur la planète, en recevoir, et les transactions s'effectuent en pair à pair, comme de l'argent liquide que vous pourriez donner de la main à une autre personne. Le mécanisme qui permet de sécuriser ces transactions sur le réseau s'appelle la preuve de travail, et c'est ce mécanisme de consensus qui fait couler beaucoup d'encre et agite d'innombrables débats, toujours très polarisants, où chacun reste campé sur ses positions, et on entend toujours Bitcoin
consomme de l'énergie. Alors c'est vrai, mais il manque juste un bout dans cette phrase, c'est que Bitcoin est sécurisé parce qu'il consomme de l'énergie. En fait, c'est parce qu'il consomme de l'énergie que Bitcoin est sécurisé. Donc autrement dit, sans consommation énergétique, Bitcoin ne fonctionnerait pas. Alors on peut se poser la question de savoir, de connaître le mix énergétique de Bitcoin, savoir quelle est la part d'énergie renouvelable ou non par rapport à cette consommation énergétique, mais la question, elle s'arrête là. Bitcoin ne va pas changer de mécanisme de consensus demain pour valider les transactions sur le réseau. Donc quand on a compris que Bitcoin consomme de l'énergie pour sécuriser le réseau et que c'est consubstantiel à son fonctionnement, la question devient alors, quelle est l'utilité de Bitcoin? À quoi ça sert? Et c'est très nouveau de détenir de la monnaie ou de l'argent en propre, ce qui veut dire donc qu'elle est insaisissable et qu'elle ne dépend pas d'un intermédiaire. J'avoue, dans les pays bancarisés, l'intérêt d'avoir de l'argent liquide numérique, ça ne saute pas aux yeux. En revanche, vous le savez tous aussi, 1,7 milliard de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à un compte bancaire. Et je suis en train de découvrir d'ailleurs que les gens bancarisés, notamment en Afrique, vivent des relations absolument effroyables avec leurs banques. Donc, comme vous possédez cet argent liquide dans un portefeuille, vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez et vous pouvez même le confier à un tiers. Et si ce tiers vous arnaque et vous fraude, comme FTX, dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière, eh ben vous perdez cet argent liquide numérique. Mais soit vous pouvez le détenir dans la poche, soit vous l'avez confié à un tiers. Donc l'intérêt de Bitcoin, c'est d'avoir créé un système monétaire universel plutôt qu'international. Et la question, donc, c'est est-ce que ça vaut la dépense énergétique? Est-ce que la dépense énergétique de Bitcoin vaut le service rendu par ce système? Après, chacun est libre de répondre à cette question, mais en tout cas, sachez que c'est la bonne question. Et peut-être qu'on n'est pas non plus les mieux placés pour en parler. Voilà rapidement pour cette petite mise au point en guise d'introduction, et on va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet, à savoir l'identité décentralisée, et vous allez comprendre après les relations qu'on fait entre ces blockchains publiques et l'identité décentralisée. Alors, on s'est aperçu lors de la rédaction du rapport, du dernier rapport en tout cas, que l'identité est un thème pivot qui s'articule avec de nombreuses autres thématiques, notamment dans le domaine de l'éducation et de l'emploi, notamment dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine du gouvernement, la démocratie et des services publics. On va voir aussi un cas d'usage dans le domaine de l'aide, charité et la philanthropie. L'identité touche aussi à la notion d'agriculture et d'alimentation, ou encore des chaînes d'approvisionnement et logistique. Donc en fait, partout dans le monde, la question de l'identité, et notamment de l'identité numérique, est au cœur des enjeux aujourd'hui de nos sociétés contemporaines qui se numérisent à marche forcée. Donc l'identité numérique, pour donner une définition très simple, c'est la capacité à utiliser de façon sécurisée les attributs de son identité pour accéder à un ensemble de ressources. Et l'identité décentralisée semble aujourd'hui être le début d'une réponse à un paradoxe planétaire. Quel est ce paradoxe à l'échelle de la planète? C'est que d'un côté, alors que la population mondiale compte 7,9 milliards d'individus, il y a 1 milliard de personnes qui ne peuvent pas prouver leur identité, ce qui est déterminant selon la Banque mondiale pour au moins 10 des objectifs de développement durable. Sans identité, pas de propriété d'un terrain, pas de maison, pas de titre de propriété d'un terrain agricole, pas de compte bancaire bien sûr, pas de commerce, pas de crédit, pas d'aide au développement, sans intermédiaire en tout cas. Sans identité, pas ou peu d'accès aux soins, si ce n'est d'urgence, éventuellement fournis lors de catastrophes. Sans identité, pas de scolarisation des enfants, pas de vote, pas d'accès à la justice. Les Nations Unies parlent d'ailleurs des invisibles pour désigner ce milliard de personnes aujourd'hui qui existent mais ne peuvent pas prouver leur identité. Et de l'autre côté, dans les pays dits développés,
L'identité dorénavant numérique est devenue l'essence du capitalisme de surveillance. Donc cette notion popularisée en 2014 par l'économiste américaine Shoshana Zuboff, qui est professeure émérite à la Harvard Business School, pour qui, au capitalisme industriel du XXe siècle, emmené par le constructeur automobile Ford, succède une autre forme de capitalisme de données, cette fois-ci, optimisé par Google dans les années 2000. Et ce capitalisme de surveillance, il fonde son modèle sur l'enregistrement systématique de toutes les données personnelles des individus, de leurs interactions, la plupart du temps à leur insu, et c'est ça qui pose problème, et qui sont ensuite analysées à l'aide de puissants logiciels, on parle de big data, d'intelligence artificielle, afin de vendre à des annonceurs en ligne une prédiction de comportement futur de la publicité. Donc l'écueil est double. D'un côté, certains pays caractérisés par une défaillance des institutions n'arrivent pas à fournir à leurs ressortissants un moyen de prouver leur identité, et de l'autre, dans les pays développés, les individus bénéficient d'un anonymat très relatif, que ce soit pour des raisons commerciales et financières, donc capitalisme de surveillance, ou encore politiques et sécuritaires, notamment lutte contre le terrorisme et lutte contre le blanchiment d'argent. Alors aujourd'hui, quels sont les 3 ou 4 modèles de l'identité? Je dis 3 ou 4 parce que, vous en conviendrez, pas d'identité, c'est pas vraiment un modèle, mais pourtant c'est une réalité pour un certain nombre de personnes. Donc le premier modèle d'identité, mis à part celui de ne pas avoir d'identité, c'est celui de l'identité centralisée. Un mot rapide, pour utiliser un service, alors qu'il soit public ou qu'il soit privé, je donne mes informations personnelles, mon nom, mon prénom, mon mail, ma pièce d'identité, mon passeport, ma feuille d'impôt sur le revenu, etc. Et tout un tas d'informations, plus ou moins utiles d'ailleurs et proportionnelles à ma demande ou au service auquel je souhaite accéder. Et ce service récupère ces informations. Au fur et à mesure de mes interactions avec ces services, je dissémine à chaque fois mes informations personnelles en autant de services avec lesquels j'interagis. C'est le modèle actuel. On vit dedans depuis l'avènement du numérique et on ne voit pas d'autres alternatives pour l'instant aujourd'hui. Donc le problème, il est double. Le premier, c'est que lorsque l'un de ces innombrables services avec lequel on a interagi se fait voler des données ou hacker des données, en fait, ce sont nos données personnelles et aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de hacks et de vols de données personnelles. On s'est tous fait voler une fois au moins son identité en 20 ans de vie numérique, même sans le savoir. Le second, cette dissémination d'informations personnelles absolument partout, c'est que ce modèle a permis l'émergence de ce capitalisme de surveillance et donc un modèle d'affaires basé sur l'exploitation des données personnelles à votre insu. C'est le modèle publicitaire de web de Google et de Facebook qui, je vous rappelle, capte quand même 80% des recettes de ce modèle d'affaires. Et puis, il y a un troisième modèle, ou deuxième modèle, l'identité dite fédérée, qui consiste à passer par un tiers qui va ensuite permettre de s'identifier auprès d'autres services. Alors, quand c'est opéré par un service public, pourquoi pas? On peut penser à France Connect, par exemple. Alors, c'est toujours centralisé, donc ça ne résout pas les problèmes de sécurité liés à la centralisation des données. Et lorsque c'est un service privé, là, pour le coup, c'est pire. Ça veut dire que quand on passe par un fournisseur d'identité fédérée privée, de type Google, Facebook ou Twitter, on leur donne encore plus de données personnelles puisqu'on utilise leur identité pour se connecter à des services tiers. Et puis enfin, le quatrième modèle d'identité, c'est celui de l'identité décentralisée. Alors, l'apport des blockchains dans le domaine de l'identité numérique tout court, c'est d'inverser le modèle actuel fondé sur l'authentification et le contrôle d'accès, tous deux gérés par une organisation, vers un modèle fondé sur la vérifiabilité d'attestation contrôlée par une personne. Il s'agit donc de passer d'un modèle centralisé où l'utilisateur crée un identifiant, un mot de passe, un login, etc., dissémine ses informations personnelles auprès de chaque service, à un modèle décentralisé où l'utilisateur reste maître de ses données personnelles. Ça résout des problèmes de sécurité liés à la centralisation des données en un même point.
objet de piratage récurrent. Un modèle décentralisé, ça permet à une personne de fournir une preuve de son identité ou de l'une de ses facettes, comme son âge, auprès du service avec lequel il souhaite interagir. Et nous pensons que dans un avenir plus ou moins lointain, de la même manière que certaines personnes aujourd'hui ont un portefeuille de crypto-monnaies pour détenir de l'argent en propre, on aura un portefeuille d'identité numérique décentralisé et que même les deux vont peut-être fusionner à un moment ou à un autre. L'identité décentralisée repose sur ce qu'on appelle un triangle de confiance qui s'affiche à l'écran. Ça fait donc interagir trois entités, et je vais les détailler maintenant. Le premier, alors vous êtes au centre, ou à la pointe du triangle, vous êtes le holder, le sujet. Le premier, c'est un émetteur, un issueur, qui va émettre un identifiant décentralisé à un détenteur, ce holder, cette personne, ce sujet, vous, moi, n'importe qui. Sur la base de cet identifiant décentralisé, le détenteur, le holder, va pouvoir présenter des attestations ou des justificatifs, on appelle ça en anglais des verifiable credentials, le concernant à un tiers, un vérificateur qui va vérifier la véracité des informations qui sont contenues dans cette attestation vérifiable. Et puis donc la troisième entité, le vérificateur dont je vous ai parlé à l'instant, qui va vérifier ces justificatifs. Donc le détenteur, le holder au centre, c'est une entité, c'est un étudiant, c'est une personne, c'est un employé qui va acquérir et conserver un ou plusieurs identifiants décentralisés. Je vais peut-être pouvoir dire DID pour éviter de dire identifiant décentralisé à chaque fois, suivant ses besoins et les services auxquels il veut accéder. L'émetteur, l'issueur, c'est une entité comme une entreprise, une ONG, un gouvernement, une université, qui va certifier certains champs de cette identité. Ça peut être le nom, l'âge, le pays de naissance, les avoirs bancaires. Alors, ces champs, ils ne vont pas tous nécessairement être présents dans un même DID, dans un même identifiant décentralisé. Et on va probablement même avoir plusieurs identifiants décentralisés. Par exemple, un identifiant décentralisé peut encoder l'état civil d'une personne. Un identifiant décentralisé bancaire pourrait encoder des informations relatives à un compte bancaire et à sa solvabilité. Un DID émis par une école ou une université pourrait encoder un diplôme. Donc sur la base de cet identifiant décentralisé, un détenteur d'un DID peut produire un justificatif, une attestation vérifiable, qui est l'énoncé d'un fait portant sur un ou plusieurs champs d'un DID qui reste secret. Par exemple, sur la base d'un DID civique, je pourrais présenter un justificatif de majorité sans révéler mon âge. Sur la base d'un identifiant décentralisé bancaire, je vais pouvoir prouver ma solvabilité sans révéler ni mon nom ni le montant de mon compte bancaire. Ceci est possible grâce aux preuves à divulgation nulle de connaissances, Zero Knowledge Proof ZKP, on appelle ça. Donc le principe qui va intéresser les ingénieurs de preuves à divulgation nulle de connaissances, c'est un concept qui a été inventé par trois mathématiciens en 1985. Ça permet de présenter des preuves de faits portant sur des données personnelles sans pour autant révéler ces données personnelles. Ça ne révèle aucune autre information que le fait que ces propriétés ou énoncés sont vrais. C'est ça la preuve à divulgation nulle de connaissances. Et puis un mot sur le vérificateur. Donc c'est une entité, un employeur, les forces de l'ordre, un service qui reçoit une attestation vérifiable et qui va donc vérifier, suivant cette technique de vérification de preuve à divulgation nulle de connaissances, que l'énoncé est effectivement vrai. Donc en pratique, un identifiant décentralisé pourrait être vu comme un lien qui pointe vers un document complet contenant les champs du DID qui sont cryptographiquement protégés. Ce document est stocké dans un registre, un Verifiable Data Registry,
qui peut admettre certains degrés de centralisation selon qu'il est placé dans une blockchain ou dans d'autres types de bases de données. Alors pour certains, ce sera sécurisé uniquement quand ce sera dans une blockchain publique décentralisée, pour d'autres non, en tout cas pour en garantir la sécurité. Ce registre de données vérifiables sert ensuite d'intermédiaire entre l'émetteur d'une attestation vérifiable et le vérificateur, celui qui va pouvoir vérifier cette attestation vérifiable. Et le détenteur, le sujet, le holder, contrôle les informations qu'il choisit de partager sous la forme de ces attestations vérifiables, et il peut attester tout ou partie de ses attributs d'identité suivant le service avec lequel il veut interagir. Alors, pour que ce soit concret, c'est un sujet assez complexe, pour que ce soit concret, je vais vous illustrer la certification de diplôme qui passe sur un identifiant, à travers un identifiant décentralisé et le paradigme de l'identité décentralisée. Vous, vos enfants, si vous prenez une formation, vous aurez probablement dans un futur proche une attestation vérifiable vous permettant de prouver la véracité de votre diplôme. La fraude au diplôme, c'est régulièrement dénoncé par les écoles, par les entreprises. C'est un fléau en constante progression, et au point d'ailleurs qu'il y a des entreprises, des tiers, qui se sont spécialisés dans la vérification et dans l'authentification des diplômes et des expériences professionnelles des candidats. Alors ces entreprises, qui existent depuis les années 2000 à peu près, elles centralisent des listes de diplômes chaque année et elles vendent des prestations aux employeurs pour vérifier que les personnes qui postulent chez eux sont bien détentrices du diplôme dont elles se targuent. Elles ne pourront jamais avoir l'intégralité de tous les diplômés chaque année. Juste en France, il y a 3500 établissements d'enseignement supérieur, il y a 3000 écoles et instituts privés. Les diplômes étrangers, on n'en parle pas. Ce n'est pas possible pour une entité ou quelques entités de détenir dans une base centralisée l'intégralité des diplômes, notamment des diplômés en France. Donc la promesse d'initiative blockchain dans le domaine de la vérification de diplômes, s'appuyant sur ce concept d'identité décentralisée et d'attestation vérifiable, ça va consister à offrir tout à la fois aux établissements supérieurs et aux candidats un moyen sécurisé de prouver aux employeurs la véracité de leur diplôme sans plus passer par un intermédiaire. L'intérêt de la mise en place d'une telle infrastructure, il est double. Pour les établissements ou les écoles, ça permet de maintenir un registre de diplômes de manière sûre et extrêmement peu coûteuse. Ça permet aussi, bien évidemment, de réduire considérablement le risque de fraude. Il n'y a plus de base de données centralisée. Ça soulage les administrations qui sont sollicitées régulièrement pour le renvoi de diplômes égarés. C'est une tannée administrative pour tout le monde. Et en France, l'université de Lille est notamment en pointe sur le sujet. Donc c'est un vrai sujet d'actualité, hein, c'est pas théorique tout ça. Et autrement dit, donc, la personne qui est au centre du graphique que vous voyez à l'écran va recevoir une attestation vérifiable signée par l'émetteur, donc c'est-à-dire l'école, va à son tour signer cette attestation vérifiable avec son identifiant décentralisé, et à partir de ce moment-là, pourra prouver tout au long de sa vie la justification de ce diplôme de manière sécurisée. Et lorsqu'un employeur va lui demander son diplôme, il va présenter cette attestation vérifiable que l'employeur ira vérifier dans ce registre public. Il n'y aura pas de frais pour vérifier cette information. Il y aura juste l'information, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que cette attestation vérifiable est correcte, et c'est tout. Donc les coûts engendrés aussi par la mise en place de ce type de dispositif vont largement baisser avec la mise en place de ce type de dispositif. Alors à quoi ressemble concrètement un DID, un identifiant décentralisé? Eh bien, c'est une paire de clés, une clé publique et une clé privée. Et la syntaxe des identifiants décentralisés, c'est un schéma, le DID que vous avez au début de cette syntaxe. Vous avez ensuite une méthode. Là, c'est SOV pour Sovereign. Et puis ensuite, vous avez cet identifiant qui correspond à un DID qui est généré suivant la méthode
mises en place par l'entité qui l'aura émise. Alors, 3 assertions. On ne va pas utiliser un seul identifiant décentralisé, on ne va pas avoir un seul identifiant décentralisé, mais des dizaines, voire des centaines, voire des milliers. J'utilise moi personnellement un gestionnaire de mots de passe depuis 4-5 ans. J'ai 768 entrées dans ce gestionnaire de mots de passe. Donc je vais rapidement, si jamais j'ai un portefeuille d'identité numérique un jour et que je peux interagir avec tous les services que je veux, avoir peut-être 1 millier d'identifiants décentralisés dans ce portefeuille d'identité. Chacun de ces identifiants décentralisés nous donnera un canal crypté à vie avec une autre personne ou une autre organisation ou même un objet. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, il n'y a pas de données personnelles stockées dans la blockchain. Hein. C'est la clé publique associée au DID de l'organisation qui a délivré le titre qui est stocké dans cette blockchain publique. Et puis, 3e assertion, il n'y a pas d'autorité centrale d'enregistrement. Chaque DID est enregistré directement sur ce registre vérifiable, donc idéalement une blockchain publique. Donc si on résume, un identifiant décentralisé, c'est un identifiant permanent, persistant, qui ne doit jamais changer, il n'a pas à changer. Un identifiant qui est résoluble, ça veut dire qu'on peut consulter des métadonnées qui sont associées à cet identifiant et en tant que détenteur de cet identifiant, on peut présenter certains champs du DID et pas tous. C'est un identifiant qui est vérifiable par cryptographie. Vous pouvez vérifier sa propriété en utilisant des mécanismes de cryptographie. Et puis, 4e point, c'est un identifiant décentralisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité d'enregistrement quelque part qui est impliquée dans le processus. Alors, il faut savoir enfin que ce paradigme de l'identité décentralisée repose sur des standards informatiques. Ces standards informatiques normalisent les mécanismes d'échange de données basés sur la cryptographie et ses registres distribués. Ces standards, ils sont open source, ils sont publics, ils sont en cours d'élaboration à l'échelle mondiale, notamment par le W3C, Trust over IP, qui est affilié à la fondation Linux, ou encore la Decentralized Identity Foundation. Donc le concept d'identité décentralisée, de ces normes, ont été évoqués pour la première fois en 2012. Ils ont été conçus en 2015 par un groupe de travail du W3C. Et aujourd'hui, les versions les plus récentes sont les suivantes. Elles datent du 19 juillet 2022 et du 8 février 2023. Donc ça fait quand même une dizaine d'années que le concept est évoqué. Ça fait 8 ans que le premier groupe de travail a fourni les premières normes. Et aujourd'hui, elles sont suffisamment robustes pour être opérationnelles et mises en œuvre par des organisations, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Ce paradigme de l'identité décentralisée se développe en même temps que perdure et va perdurer pendant un certain temps celui de l'identité numérique centralisée et de l'identité numérique fédérée, dont les promoteurs ont beaucoup à perdre. Pourquoi? Parce que l'un des enjeux majeurs du déploiement de l'identité décentralisée, ça vient notamment de la résistance de la part d'acteurs privés dont le modèle repose justement sur l'identification des utilisateurs. Ça ne marcherait plus avec un système d'identification décentralisé. En tout cas, ça ne marcherait plus si jamais c'est fait à leur insu. C'est important de le préciser parce que si jamais une personne veut recevoir de la publicité personnalisée, par exemple, elle pourrait le dire de manière claire, et à ce moment-là, des modèles d'affaires pourraient se construire comme ça. Mais le problème, c'est à l'insu qui pose problème. Donc fin 2021, pour vous raconter l'anecdote, le W3C a procédé à un vote pour se prononcer sur l'opportunité de recommander ou non des spécifications sur lesquelles ils avaient travaillé sur les DID. Donc le vote au sein du W3C est secret et les seuls commentaires publics qu'on a eus sont d'une personne qui est en charge des standards web au sein de la Mozilla Corporation et qui font également référence aux commentaires de Google notamment et d'Apple.
Alors Mozilla, par l'intermédiaire de cette personne, a expliqué que ces spécifications d'IID, ça n'avait aucune interopérabilité pratique, ça encourageait la divergence plutôt que la convergence, et que ça pouvait même parfois favoriser la centralisation des données. Bon, et ils sont allés plus loin même, ils ont également dit que la prise en charge des DID par des technologies de registre distribués, telles que la blockchain, ça pouvait conduire à un traitement énergivore contribuant au changement climatique mondial, etc., etc. Et donc, ils ont voté contre cette résolution et contre cette norme. Pourquoi je vous raconte ça? C'est assez intéressant de voir les résistances des entreprises ou des organisations qui fondent leur modèle sur l'identification des personnes. Donc, a priori, plutôt, j'ai l'impression qu'on va plutôt dans le bon sens que l'inverse. Alors, je voudrais partager avec vous maintenant quelques cas d'usage concrets pour voir de quelle manière c'est appliqué d'un point de vue pratique. Alors, il y a je vais vous en présenter 4. Certains sont déjà opérationnels, d'autres sont encore au stade expérimental ou de concept. On va parler de ces cas d'usage en Éthiopie, au Zimbabwe, au Kenya et en Europe. Comme ça, on aura fait pas vraiment un tour du monde, mais en tout cas, on aura vu les différentes facettes de la mise en œuvre du concept d'identité décentralisée. Au Kenya, en Éthiopie, on va commencer par l'Éthiopie. Donc en avril 2021, le gouvernement éthiopien a signé un accord avec Cardano, une blockchain publique sans permission, pour mettre en place une solution d'identité numérique décentralisée auprès de 5 millions d'étudiants répartis dans 3500 écoles du pays. Et il va y avoir également 750 000 enseignants qui auront accès au système. Donc l'objectif, il est tout à la fois de fournir une identité numérique décentralisée à tous ces étudiants et de développer en même temps le système d'éducation du pays. À notre connaissance, c'est la première fois qu'un gouvernement s'engage aussi fortement sur, en tout cas depuis 2021, sur cette notion d'identité décentralisée. Ce programme, on a peu d'informations aujourd'hui sur son déploiement. Il a été signé en avril 2021. Il est toujours en cours de développement. Il utilise Atala Prism, qui est basé sur la blockchain publique Cardano, donc je vous disais, qui est une solution, un wallet d'identité décentralisée et qui permet aux personnes de s'approprier leurs données personnelles et ensuite d'interagir avec les organisations de manière transparente, privée, en ayant la maîtrise de leurs données personnelles. Bien évidemment, Atala Prism respecte les normes du W3C, du DID et des attestations vérifiables. Deuxième exemple, celui de FlexID au Zimbabwe. Donc c'est une start-up qui est basée à Harare, qui a été créée par un Zimbabwéen et un Indien en 2018, qui se sont rencontrés à l'université de Yale et puis au King's College de Londres. Pour vous raconter l'anecdote, l'un d'eux, de retour au Zimbabwe, voulait ouvrir un compte bancaire là-bas. Et on lui a demandé un nombre de pièces justificatives absolument hallucinantes, des preuves de résidence, des bulletins de salaire, des documents que 90% des Zimbabwéens sont incapables de fournir pour, là, c'était ouvrir un compte bancaire. Donc c'est à partir de ce constat qu'ils ont décidé ensemble de créer une solution d'identité décentralisée en créant un portefeuille d'identité qui s'appelle FlexFinTX. Donc c'est une plateforme d'identité décentralisée, on parle d'identité aussi auto-souveraine, qui est construite sur la blockchain publique Algorand et qui est associée à un portefeuille d'identité décentralisé qui s'appelle FlexID Wallet. Donc un utilisateur crée gratuitement un FlexID en utilisant le code USSD de son téléphone portable basique, on ne parle même pas de téléphone portable de smartphone, je veux dire, ou alors même via WhatsApp. Et à partir de là, l'identité numérique de l'utilisateur est stockée non pas dans une base de données centralisée, mais dans un système qui s'appelle l'IPFS, Interplanetary File System, qui est un système de stockage de fichiers distribués, pour aller jusqu'au bout de la démarche, inscrit dans une blockchain publique. Donc seul
le détenteur de ce portefeuille a la possession de sa clé privée et à la maîtrise donc de ses données personnelles. Donc à partir d'une application sur son téléphone ou par l'intermédiaire d'un portefeuille d'identité physique, les utilisateurs vont ensuite pouvoir prouver leur identité et accéder à un certain nombre de services, parmi lesquels créer un compte bancaire, ça fonctionne aujourd'hui, demander un prêt, ou même, parce qu'il y a une collaboration avec le gouvernement là-bas, renouveler son permis de conduire sans avoir à se rendre dans une agence physique. Bien évidemment, cette plateforme a été construite en respectant les normes du W3C et garantissant de la sorte une interopérabilité avec d'autres fournisseurs de services à terme qui vont pouvoir éventuellement également émettre des attestations vérifiables sur ce portefeuille d'identité. Je crois qu'ils ont commencé leur start-up avec un grant de 20 000 $. C'est extrêmement peu. La plateforme a déployé sur ses premières versions, a été extrêmement peu coûteuse à déployer. Et de l'aveu d'un des fondateurs de cette start-up, en Afrique, les entreprises, les organisations et le gouvernement seraient incapables de débourser des millions de dollars pour mettre en place un système d'identité régalien centralisé. C'est juste pas possible. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'identité centralisée, ou il n'y a pas d'identité tout court pour un certain nombre de personnes dans ces pays. Donc la solution a été récompensée par le World Economic Forum Tech Pioneer en 2021, à l'occasion duquel d'ailleurs le Zimbabwe était présent pour la première fois, et ils sont en train de lever des fonds en ce moment. Troisième exemple, celui de Gravity, qui est une start-up française qui a été créée en 2017, qui est un service en ligne d'identité décentralisée et qui déploie des services autour des solutions d'aide humanitaire, de solutions d'identité gouvernementale et de solutions de prêt. Alors Gravity participe notamment à un programme qui s'appelle Dignified Identities, qui a été initié en 2021 avec l'aide de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et un certain nombre d'ONG norvégiennes. Et l'idée, c'était de redonner le contrôle et la propriété de données personnelles aux individus, en même temps qu'augmenter la collaboration entre les différentes ONG sur le terrain. Concrètement, la Croix-Rouge kenyane rencontrait des difficultés pour transférer de l'aide humanitaire, des transferts d'argent à environ un quart de ses bénéficiaires visés par ces programmes d'aide. Pourquoi ? Parce que ce transfert d'argent passait par un fournisseur d'argent mobile, M-Pesa, qui requiert d'avoir une pièce d'identité pour ouvrir un compte chez eux. Donc ça excluait de facto un quart des bénéficiaires de l'aide humanitaire. Donc ils ont testé Gravity, la Croix-Rouge locale et Red Rose, cette solution auprès de premiers bénéficiaires dans un environnement contrôlé, en milieu rural et en milieu urbain, avec cette idée que n'importe qui pouvait bénéficier de cette identité décentralisée, y compris ceux qui n'ont ni smartphone, ni téléphone basique, feature phone. L'ONG remplit une fois sur la plateforme le profil d'une personne, puis remet à la personne un QR code imprimé puis laminé, et cette personne est ensuite détentrice d'un portefeuille d'identité décentralisé. Les premiers retours des ONG qui ont utilisé la solution témoignent effectivement d'un gain de temps considérable par rapport à l'identification des bénéficiaires auparavant. Et puis, en discutant avec eux, ils nous ont également expliqué que ça réduit drastiquement les frais financiers. On parle de 85 à 95% de réduction des frais financiers. Un QR code imprimé et laminé, ça coûte 30 centimes de dollars, alors qu'une carte à puce qu'utilise généralement la Croix-Rouge kenyane, donc ce service de transfert d'argent sur téléphone portable, ça coûte entre 2 et 5 dollars. Donc effectivement, on voit qu'il y a un réel intérêt, y compris financier, à déployer ce type de solution. Donc comme Gravity participe de cet écosystème distribué, normé, basé sur la cryptographie,
il est interopérable avec d'autres organisations non gouvernementales sur le terrain. Pour information, c'est aujourd'hui pas le cas dans le domaine de l'aide humanitaire. Toutes ces ONG doivent utiliser des logiciels de management d'identité. Alors, tous ces logiciels sont différents suivant l'ONG qui les déploie. À chaque fois, c'est basé sur la constitution de bases de données centralisées. C'est relié au système bancaire traditionnel, soit international, soit local, ou alors aux opérateurs de télécommunications locaux. Et puis, les procédures de KYC pour l'inscription de ces bénéficiaires, ça doit recommencer pour chaque programme, y compris au sein d'une même ONG. Donc c'est une tannée à la fois administrative et financière. Et donc la proposition de Gravity, ça a été de créer cet identifiant décentralisé qui pourra ensuite être réutilisé, puisque s'appuyant sur des normes publiques, par d'autres ONG, ce qui auparavant était complètement impensable. C'est ce que nous a expliqué une chef de projet directement au Kenya. Quatrième et dernier exemple dont je voulais vous parler, qui est plus encore là au stade de concept, enfin de déploiement, c'est l'ambition européenne de créer un portefeuille numérique personnel pour les citoyens et résidents de l'Union européenne. Selon la Commission européenne, seulement 60% de la population des États membres, donc dans 14 États membres, sont en mesure d'utiliser une carte d'identité électronique nationale à l'étranger. Toujours selon la Commission européenne, 14% des fournisseurs de services publics clés dans tous les États membres autorisent l'authentification transfrontière au moyen d'un système d'identité électronique. Donc ce portefeuille d'identité décentralisée serait construit sur l'infrastructure européenne de services blockchain, qui s'appelle EPSI, qui est née en 2018, qui réunit 29 pays plus la Norvège et le Liechtenstein. Et les cas d'usage mis en avant par la Commission européenne, c'est ceci: utiliser des services publics, comme pour demander un acte de naissance, un certificat médical, signaler un changement d'adresse. Ça pourrait être également ouvrir un compte bancaire, remplir une déclaration fiscale, s'inscrire dans une université, alors qu'on soit dans son pays d'origine ou dans un autre État membre, conserver une prescription médicale qui serait utilisable partout en Europe. Parmi les autres cas d'usage identifiés, ça pourrait être prouver son âge, louer une voiture au moyen d'un permis de conduire numérique, s'enregistrer au début d'un séjour à l'hôtel. Donc on a l'impression que c'est un peu une liste à la Prévert, mais en tout cas c'est pour montrer l'enthousiasme de la Commission européenne à déployer ce nouveau paradigme de l'identité décentralisée. Parce que oui, l'Europe pourrait fournir ce registre distribué sur lequel chacun des pays pourrait ensuite mettre en œuvre un ou plusieurs portefeuilles d'identité numérique décentralisée qui respecteraient ces fameuses normes du W3C. Donc l'Europe est si enthousiaste et je voulais vous partager ces deux graphiques qu'elle a même publié ce schéma sur son site web pour expliquer l'intérêt d'un tel dispositif pour demander un prêt à une banque. Donc il faut prendre un rendez-vous dans une banque. Si un document se déplacer physiquement, s'il y a un document qui manque, eh bien la personne le récupère puis reprend rendez-vous avec la banque. La banque envoie par papier une proposition de prêt, propose un rendez-vous et puis il se signe finalement ce prêt au bout d'un certain temps dans une agence physique. Donc selon la Commission européenne, hein, c'est pas moi qui l'invente ça, la manière de pouvoir procéder à un prêt bancaire à partir d'une application d'identité décentralisée permettrait à une personne, à partir de ce portefeuille, de présenter son identité de manière sécurisée, ainsi qu'un certain nombre d'informations associées à chacun des DID, des identifiants décentralisés qui correspondent aux pièces demandées par la banque,
La banque pourrait les vérifier quasiment instantanément et puis fournir une réponse d'obtention ou de refus de ce prêt bancaire. Alors, ces deux slides, on est d'accord, hein, c'est un peu du marketing, mais en tout cas, c'est l'idée de la Commission européenne. Je ne vais pas vous l'apprendre, surtout dans une maison comme celle-ci, que la criminalité financière fait flamber les coûts de conformité. En France, je ne sais pas si le chiffre est bon, vous me corrigerez, j'ai trouvé que le coût total de mise en conformité en matière de crimes financiers pour l'ensemble des organisations, des organisations financières, ça représentait 25 milliards d'euros. Je ne sais pas si c'est vrai. Aux États-Unis, j'ai trouvé une autre étude qui évalue le coût, grosso modo, à 6 à 10% des coûts d'exploitation des banques, uniquement en coûts de conformité. Donc la bascule d'un système d'identité décentralisé, de KYC et de compliance de plus en plus complexe vers un système d'identité décentralisé et d'attestation vérifiable pourrait, je pense, être bénéfique à tous, mais littéralement à tous. Pour terminer, il existe en France un petit écosystème autour de l'identité décentralisée. Le sujet monte en puissance. On peut citer notamment MyDID, XSL Lab, pardon, qui est entre la France et la Suisse, qui développe un portefeuille d'identité numérique décentralisée. Gravity en France, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui travaille principalement en Afrique. Anima Synapse, qui fait du KYC et qui le raccroche à du système d'identité décentralisé. Et puis, dans le domaine de l'éducation et l'emploi, je vous parlais tout à l'heure, je vous citais l'Université de Lille, qui est très en avance sur l'idée de pouvoir certifier des diplômes à partir d'attestations vérifiables. ProSoon aussi, qui évolue également dans le domaine de la certification du diplôme, mais également dans le domaine de la micro-certification, qui permettrait de valoriser des compétences au-delà du diplôme. Donc on sent que le sujet est en train de mûrir depuis un certain nombre d'années, que les normes sont là, que ça dérange les géants du web, qu'il y a un certain enthousiasme de la Commission européenne. Ça simplifierait considérablement le fonctionnement des administrations publiques, et puis surtout ça permettrait de renouveler à l'échelle individuelle une souveraineté sur son identité numérique et ses données personnelles. Alors je sais qu'on est encore très ancré dans un modèle autre aujourd'hui et que tout ça semble assez lointain ou assez irréaliste, mais en tout cas c'est une alternative crédible aujourd'hui au système actuel. Donc le mot de la fin, avant de passer aux questions-réponses, vous l'aurez compris, c'est un paradigme encore en construction, c'est très récent, on conceptualisait ça en 2012. Je le répète, il va se cristalliser ou se développer au fur et à mesure que perdure celui de l'identité numérique centralisée, encore à mon avis pour de très nombreuses années, notamment parce que leurs promoteurs ont beaucoup à perdre. Et le concept même de créer un identifiant qui soit permanent, persistant, qui soit résoluble, qui soit vérifiable par cryptographie et qui soit décentralisé a toujours été un doux rêve de la part de chercheurs, de mathématiciens et de cryptographes. Aucun identifiant dans l'histoire de l'informatique n'a jamais eu ces 4 propriétés en même temps. C'était pas possible. Et c'est bien Bitcoin, les registres publics décentralisés, les blockchains publics, notamment sans permission, qui vont permettre pour la première fois de mettre en œuvre ce paradigme de l'identité numérique décentralisée. Donc on ne pourrait pas faire la même chose sans cryptographie et sans blockchain. Est-ce que ça nous permettrait d'entamer cette lente transition entre un monde un peu dystopique où les données personnelles sont devenues le pétrole du XXIe siècle, pour reprendre la formulation d'un journaliste, à un autre monde où on aurait tous la maîtrise et la responsabilité aussi de ces données personnelles. En tout cas, c'est dorénavant aujourd'hui une possibilité. Voilà. Eh bien, un grand merci à vous, Jacques-André, pour cet exposé, je dois dire, particulièrement didactique, éclairant. Et je pense que beaucoup d'entre nous vont avoir tendance de mélanger. Vous avez rappelé la sémantique, le Bitcoin, la blockchain. Si on voit bien que d'un côté, il y a la technologie et de l'autre, il y a les applications. Donc d'un côté, en effet, on a parlé
et peut-être même dans mon esprit, en quelques temps encore, j'imaginais une monnaie numérique, blockchain, voilà, tout ça va créer. Alors notre présidente est là, alors peut-être des questions sur la création monétaire, d'ailleurs, hein, parce que c'est un sujet central aussi chez nous sur lequel on discute. Mais là, on a parlé non pas de monnaie numérique, mais d'identité numérique basée sur cette blockchain, je dirais, parce qu'on a bien compris, grâce à vous, pour ceux qui ne connaissaient pas du tout le sujet, qu'il n'y a pas une blockchain, il y en a des blockchains. Elles peuvent être privées, elles peuvent être publiques, elles peuvent être ouvertes ou fermées. Alors j'ai oublié la terminologie. Avec ou sans permission, effectivement. Ou avec ou sans permission. Voilà. Est-ce qu'il y a... bon, c'est vraiment un ressenti à chaud. Merci beaucoup. Parce que merci à vous. On devrait tous vous avoir en face de nous, je dirais, pour comprendre ce que c'est. Voilà. Donc cette blockchain, et bravo à Blockchain for Good, on suivra vos travaux, enfin votre base de données. Alors la base de données, voilà, les travaux, donc je vous dis, les rapports sont accessibles sur blockchainforgood.fr, c'est librement téléchargeable. Vous pouvez télécharger uniquement le cahier identité décentralisée. Et pour rebondir juste un instant sur ce que vous venez de dire, la corrélation finalement entre ces blockchains publics qui permettent d'échanger de la monnaie de pair à pair et l'identité décentralisée, c'est un portefeuille. Alors, un portefeuille de crypto-monnaie ou un portefeuille d'identité. C'est pour l'utilisateur, pour nous, c'est ça la corrélation entre les deux, qui permet de conserver en propre soit de la monnaie ou soit des attestations vérifiables et un identifiant décentralisé dont on a la maîtrise. Voilà. Je suis... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, est-ce qu'il faut que je regarde quelque part? Avant de prendre les internautes également. Bonjour, alors merci. Bonjour. Alors merci pour cette intervention, c'est très intéressant. J'aurais par contre plusieurs questions. Oui. Vous voulez que je vous les pose toutes Au fur et à mesure, comme ça j'en oublierai pas. La première, c'est que par rapport au Kenya, déjà c'est le problème de base, c'est que les personnes n'arrivent pas à avoir des cartes d'identité. À quel point est-ce que cette solution-là est vraiment une solution? Parce que c'est très bien de pouvoir enregistrer l'information, sauf que si ils ne l'ont pas, ils n'ont toujours pas. Et dans cette même logique, qui est responsable finalement de l'attestation qui est donnée, en l'occurrence par rapport à... Alors, c'est pas tant de ne pas avoir d'identité. La question, c'est de ne pas pouvoir prouver son identité. Une personne, elle a toujours un nom, un prénom, un nom de famille, et c'est ça l'identité d'une personne. L'identité numérique, c'est sa capacité à prouver des attributs de son identité, et c'est ça qui manque. Donc, c'est pas tant ne pas avoir d'identité au sens d'interaction avec un service qui compte, mais être capable de dire. Alors en plus, il y a des gens qui d'un point de vue culturel en plus, même nom et prénom, c'est pas la même chose justement dans ces pays que chez nous. L'idée, c'est de pouvoir identifier une personne, et là, l'ONG, en tout cas quand il n'y a pas d'identité du tout, s'occupe de remplir une fois un formulaire avec la personne en face pour après pouvoir l'identifier par la suite. C'est ça qui compte. C'est pas lui donner une identité pour après faire je sais pas quoi. C'est pour être capable de l'identifier de manière univoque par la suite dans cette interaction avec ce programme d'aide humanitaire en particulier, mais qu'elle puisse après éventuellement même se servir de cette identité numérique avec d'autres services, avec d'autres ONG, et puis peut-être aller un petit peu au-delà aussi de ces programmes d'aide humanitaire, si jamais les gouvernements sur place peuvent s'intéresser à ces systèmes. Mais ça part du principe donc que toutes les ONG sont d'accord sur ces mêmes informations communes utilisées. C'est-à-dire que toutes les ONG vont être d'accord pour dire qu'il faut uniquement le nom et le prénom. Sinon, s'ils n'ont pas les mêmes références, oui, et justement, comme c'est basé sur des normes publiques, à partir du moment où une personne va pouvoir être embarquée dans un système par une ONG, si jamais les ONG effectivement sont d'accord entre elles pour utiliser ces mêmes normes, cette personne pourrait aller voir une autre ONG avec cette identité, et là, comme c'est pas le transfert d'informations, il n'y a pas de transfert d'informations justement entre les différentes ONG. Et comme ça s'appuie sur les mêmes normes, serait capable de dire oui, cette personne, c'est bien la même que celle qui s'est déclarée dans le premier service, et arrêter de faire des doublons et l'usurpation d'identité, puisque c'est ça qu'on cherche à éviter. Et qui est responsable des informations qui sont enregistrées? Alors, justement, c'est ce que je vous disais, tout à l'heure. Là, l'ONG fait en sorte
d'identifier une personne, remplir une seule fois un formulaire. Si jamais c'est dans une base de données centralisée, bah, c'est un problème, parce que ça veut dire, il y a encore l'année dernière, je crois que c'est la Croix-Rouge qui s'est fait pirater des données, notamment de réfugiés. Ou alors, ces données sont enregistrées sur ce qu'on appelle du stockage distribué ou décentralisé, type IPFS, Interplanetary File System, qui permet de résoudre cette problématique de centralisation des données quelque part. Donc, ce serait un moyen de faire en sorte que les données ne soient pas à nouveau centralisées quelque part. Mais je vous ai dit tout à l'heure aussi que ce système d'identité décentralisé, à partir du moment où il respecte les normes du W3C, le registre vérifiable, je vous dis idéalement c'est une blockchain publique pour éviter qu'on aille qu'elle soit sécurisée, mais si c'est une blockchain privée ou même une base de données centralisée, ça fonctionne toujours à partir du moment où les attestations vérifiables d'ID correspondent bien à une norme du W3C. Donc ça, c'est la liberté de ceux qui mettent en place ou ceux qui voudront mettre en place ce type de système. Et autre chose, si il y a eu des changements dans ces informations, par exemple, si on est dans le système européen et que justement on change d'adresse ou autre, étant donné qu'on ne peut pas effacer ce qui est déjà sur la blockchain, comment ils font pour rectifier ou modifier? Alors, c'est de la mise à jour de champ du DID qui va être faite. Et je vous dis encore une fois, dans la blockchain, c'est pas l'information, c'est pas votre adresse qui va être inscrite dans une blockchain, c'est votre clé publique qui correspond à ce qu'un émetteur, l'issuer, aura dit. Donc, si jamais effectivement une administration publique entérine le fait que vous avez changé d'adresse, eh ben, le champ correspondant à votre adresse dans votre DID va changer. Et il n'y aura pas de problème de mise à jour. Merci. Alors, une question d'une internaute, Raymond de Gardella. Les cookies sont-ils aussi des données personnelles gratuites rendues à des tiers? Je pense qu'elle a voulu dire vendues à des tiers. Donc, c'est la notion de cookies ici qui est... Alors, la notion de cookies, ce sont des identifiants liés au navigateur web qui sont uniquement d'ailleurs dans un univers d'ordinateur. Je ne vois pas vraiment de rapport avec notre sujet aujourd'hui. En tout cas, par exemple, dans le cadre d'une interaction avec un service web, ce que permet un système d'identité décentralisé, quand on a un wallet qui est une extension dans un navigateur, c'est assez magique d'ailleurs, c'est qu'on n'a plus besoin de remplir un login et un mot de passe pour se connecter à un service. Si je vais sur le site de lemonde.fr et qui propose une solution d'identité décentralisée, à partir du moment où j'arrive sur le site, cette extension sur le navigateur va permettre de m'identifier tout de suite, présenter cette attestation vérifiable et j'aurai plus de login et de mot de passe à rentrer. Ça fonctionne déjà aujourd'hui. C'est assez fabuleux en termes d'utilisabilité pour le grand public. Autre question ? Bonjour, je vous remercie pour cet exposé qui est quand même assez complexe au niveau de la compréhension de l'ensemble du système. Personnellement, je me pose une question, puisqu'on parle d'identité numérique au niveau européen. Vous nous avez dit que les données d'état civil pouvaient être une partie d'un identifiant, qu'il y en avait de multiples. En quoi pourrait-il y avoir une convergence entre un état civil numérique, justement, qui me permettrait, par exemple, si je veux aller à l'étranger, entre différents pays, de me passer de passeport en donnant mon identité numérique? Et est-ce que dans ces cas-là, on pourrait même arriver à concevoir qu'on pourrait se passer d'état civil? Mais l'état civil, c'est quand même quel attribut régalien de l'État, c'est central. Donc, ce que j'aimerais bien mieux comprendre, c'est les liens entre un état civil numérique et une identité numérique. En fait, dans ce, je vais repasser sur ce dont vous parlez, c'est l'émetteur, l'issuer, peut-être parler en France, ouais, non, c'est la même chose, qui est effectivement, dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, l'émetteur d'un DID civique. Ça ne va pas disparaître, ça. C'est effectivement, si vous êtes français, c'est en France qu'on va pouvoir vous émettre cette identité nationale avec un certain nombre de champs dans ce DID. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais il y a une bascule et que tout le monde se met à utiliser ces normes ouvertes et open source et publiques, un autre pays pourrait reconnaître le fait que vous soyez
français en présentant une attestation vérifiable qui aura été émise par l'État français. Pour se représenter la bascule, c'est comme si on était avant, enfin, et encore, ça n'a pas vraiment existé, mais si Internet aujourd'hui fonctionne ou le web fonctionne, c'est parce qu'on utilise tous des normes ouvertes et mondiales normalisées par le W3C. Alors, on s'en rend plus compte du tout, mais libre à chacun d'utiliser d'autres normes et de créer autre chose que HTTP, HTTPS, HTML pour le langage qui permet de créer des sites web. Bon, mais ça ne fonctionne pas parce que l'intérêt d'une telle norme, c'est de pouvoir être utilisé à l'échelle mondiale. À partir du moment où vous développez un site web et que vous le développez en respectant les normes du W3C, il sera accessible partout dans le monde. Bah, le parallèle, il est un peu similaire. Si jamais effectivement un certain nombre de pays, enfin en tout cas par exemple en Europe, tous les pays membres de l'Union européenne se mettent à proposer un portefeuille d'identité ou des portefeuilles d'identité ou valider des portefeuilles d'identité décentralisés qui respectent ces normes du W3C à l'échelle nationale, parce que justement ça s'appuie sur ces normes ouvertes, c'est là où il peut y avoir une interopérabilité de facto, parce que bah, si je suis en Espagne et que je présente une attestation vérifiable aux forces de l'ordre, la personne en face va pouvoir, si je dois attester de ma nationalité par exemple, je vais pouvoir prouver que je suis bien français sans d'ailleurs révéler plus que le fait que je sois français, si jamais c'est un contrôle particulier. Donc je ne sais pas si j'ai très bien répondu à cette question. Oui. Oui, bien sûr, j'avais aussi une autre question, mais juste pour compléter, je veux dire, aujourd'hui, vous entrez en France, vous allez dans un autre pays, on prend votre photo et votre empreinte digitale, les informations sont déjà là, on n'a plus besoin de passeport, on montre notre visage. Bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, il faut peut-être une identité au départ, mais juste notre visage est déjà reconnu. Et donc, du coup, bah, je vais enchaîner avec la question une des questions que je me pose régulièrement sur les questions des identités digitales, c'est aussi les effets problématiques de type société de surveillance qui, pour moi, disparaissent pas avec ça. Et en particulier, c'est quelque part, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond au niveau juridique, mais le droit à l'oubli. Donc quelqu'un qui est fiché à un moment comme étant, je ne sais pas, qui a eu un problème juridique à 20 ans, aura ça noté pour toute sa vie. Voilà, si jamais on se projette, sous quelle forme cette information est notée, est associée à un identifiant décentralisé, qui l'aura émis et qui peut y avoir accès? C'est ça la question. C'est pas parce que, en tant que vérificateur, quand on nous présente un DID, ça correspond à l'information qu'on a demandée. C'est proportionnel. Il y a une proportionnalité entre l'information demandée par un vérificateur. Si c'est une université, une entreprise ou je ne sais pas qui, ils ne vont pas avoir accès à tous les champs de tous les DID qui sont... Ah non. Justement, oui, en théorie non, mais par exemple, telle banque peut décider qu'il lui faut telle information, même si elle est décentralisée, ça veut dire, même s'ils n'ont pas les éléments en direct, mais par exemple que telle autre personne ne soit pas inscrite à tel registre. C'est là où la régulation a un rôle à jouer, peut-être, pour le coup. Voilà, on est à l'EFR. Effectivement, là, il pourrait y avoir... Enfin, alors là, on est vraiment dans de la projection lointaine, mais... est-ce qu'une banque pourrait, pour par exemple accorder un prêt, demander une attestation vérifiable qui correspond à une information qui aurait été émise par, qui aurait été associée à un identifiant décentralisé par je sais pas, un tribunal ou une administration publique, un dossier médical ou autre exemple plus simple, un dossier médical, a priori
Évidemment, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Oui, mais ça ne serait plus possible justement dans un paradigme d'identité décentralisée. Si jamais c'est la proportionnalité entre les informations présentées et l'objet du service. Et donc je comprends quand il s'agit par exemple de l'âge, par exemple, si on est majeur, on n'a pas obligé de donner son âge, très bien. Mais dans les éléments de décision, par exemple, je sais pas, pour un établissement bancaire, la question de la santé, c'est un des éléments de décision ou d'une assurance. Donc pourquoi ça changerait? Puisque c'est pas qu'une question d'identité. Oui. Je pense que là, c'est du domaine justement de la régulation. On a une technologie d'un côté, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, est-ce qu'une banque aurait le droit de demander plus d'informations qu'elle ne demande aujourd'hui? Je sais qu'elle en demande beaucoup. C'est oui ou c'est non, mais c'est du registre de la régulation, effectivement. C'est du domaine. Pourquoi la régulation, tout d'un coup, dirait que, parce que la question de la santé, par exemple, pour un prêt, c'est un élément qui, pour une assurance, permet de décider. Voilà, pourquoi pardon, oui, j'ai été obligée de vous donner le micro. Non, je ne veux pas du tout monopoliser la conversation, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, une compagnie d'assurance va prendre ses décisions sur un état de santé. Et il y a des enjeux éthiques là-dessus. Ça peut être problématique. Oui, pourquoi ça changerait dans le futur, puisque DID, ça permet de ne pas posséder l'information, mais n'empêche que cette information, elle va être toujours demandée. Pourquoi elle ne serait plus demandée et qu'est-ce qu'un système de régulation ferait? Alors, je ne pense pas qu'elle serait plus demandée, effectivement. En revanche, il y aurait une meilleure proportionnalité entre les demandes et les réponses, premier point. Ensuite, ce n'est pas les informations personnelles qu'on va envoyer comme ce qu'on envoie aujourd'hui, ce n'est pas un dossier médical, c'est la preuve comme quoi, peut-être délivrée par un établissement de santé, on n'est pas malade en phase terminale. Et là, la banque aurait juste l'information oui c'est vrai ou non c'est pas vrai. Elle n'aurait pas d'autres informations médicales associées à ce dossier. Mais là, effectivement, on est dans le registre de la régulation et de l'interaction entre des particuliers et des organisations. Et l'identité décentralisée ne va pas tout remettre à plat dans une espèce de société anarchiste où on sera tous anonymes et on fera ce qu'on veut. C'est pas possible de toute façon. C'est plus une vie en société. Je le vois un peu, pour schématiser, comme du choix multicritère quasiment. Alors pour reprendre l'histoire du Covid, par exemple, on avait des certificats. Alors si j'ai bien compris, avec ce type de technologie, on va l'appeler comme ça, on pourrait présenter son certificat Covid sans que le nom prénom ne figure, mais juste vous entrez dans un magasin, à un endroit où on vous demande votre certificat et on vous dit oui, vous êtes vacciné. Voilà. C'est tout. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est tout. C'est ça. C'est ça, absolument. Alors, on a une autre question d'une internaute. Y a-t-il des projets de solutions de protection contre le surendettement? Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet que je maîtrise sûrement moins. Des projets de solutions de protection contre le surendettement. Là encore... Une réponse, ça va? C'est l'idée d'avoir sur le blockchain le portefeuille d'endettement d'un individu. Et donc, quand il va aller demander un nouveau prêt consommation ou un nouveau prêt, ce qu'on dit un revolving prêt, est-ce qu'il a atteint un seuil d'endettement en fonction de ses revenus, etc. Donc, ce qui veut dire tout le circuit de suivi de la capacité d'endettement de la personne. Mais ça rejoint un petit peu finalement les exemples dont on c'est le parlait même à problème l'instant. que la santé. C'est la même problématique. Si jamais une personne est fichée ou est fichée surendettée et qu'elle veut souscrire un nouveau prêt ou un nouvel emprunt auprès d'une banque ou d'un établissement financier, qui doit lui demander des informations liées à cet état d'endettement, peut-être que ce serait moins possible justement si jamais elle doit présenter littéralement une attestation vérifiable qui certifie qu'elle n'est pas endettée, si jamais elle l'est vraiment. Mais il y a une chose d'être endetté et une autre chose. Il y a une chose d'être endetté et il y a une autre chose d'être fiché en surendettement. Voilà. Non, mais il y a une solution qui ne nécessitait pas tous ces progrès techniques, qui a été proposée par certains et qui a été refusée, c'est de faire un fichier de l'ensemble des encours
d'endettement personnel. Et comme il y en a pour les entreprises, la Banque de France sait très bien qu'il y a une centralisation des risques. On ne le fait pas pour les particuliers. Et oui, pour mieux laisser travailler les émetteurs de crédit à la consommation. Voilà. Alors c'est toujours ces sujets à la frontière entre la protection liberté publique et de l'autre côté l'absence de régulation. On est d'accord. Mais alors on se projette assez loin dans ce paradigme de l'identité décentralisée qui serait répandu entre tous les services et qui permettrait notamment à certains de pouvoir demander des informations à d'autres. En tout cas, la promesse de l'identité décentralisée, ce serait de pouvoir faire en sorte que ces informations personnelles ne soient plus dans des bases de données centralisées qui sont tenues par des gens qui peuvent se faire pirater à un moment ou à un autre, mais donc, vous avez compris, sous la forme de preuves. Alors, question cette fois d'une internaute, Aurélie, très technique. Donc, on voit bien qu'on quitte le domaine là, de l'usage. Et en effet, on a besoin de mettre toutes les parties prenantes autour de la table, mais c'est vraiment... il y a des croisements à faire, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, question technique, est-ce que la norme W3C permet de répondre aux exigences EIDAS ou EDAS /DIW et plus particulièrement à une identité numérique d'un niveau substantiel? Alors la réponse est oui. J'ai rien compris, hein, mais la réponse est oui. Et IDAS, effectivement, ça signifie identification électronique et service de confiance pour les transactions électroniques dans le marché intérieur, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, c'est la norme européenne qui va garantir la validité des documents électroniques et des services de confiance transfrontaliers, notamment autour de la signature électronique. Et alors, afin de rendre disponible EIDAS en tant que cadre de confiance dans l'écosystème de l'identité auto-souveraine, ils parlent eux de Self-Sovereign Identity, la Commission européenne a développé dans ce cadre un projet de passerelle, une passerelle EIDAS, qui permettrait à l'émetteur, là on est sur notre triangle de confiance, vous vous rappelez, qui va permettre d'aider l'émetteur dans le processus de signature d'un titre vérifiable et qui va également permettre aux vérificateurs, dans le processus de vérification, de passer par cette passerelle. Alors, est-ce que c'est pas rajouter un certain degré de complexité à ce triangle de confiance? En tout cas, c'est la manière d'apporter une réponse par l'Europe pour rendre compatible l'identité auto-souveraine avec le cadre réglementaire EIDAS. Donc la réponse est oui. Merci beaucoup. Une autre question? Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question? Bien sûr, oui. Dernière, oui. Ouais. Alors, avant de poser ma question, juste une observation par rapport à des interventions qui ont été faites. Peut-être que Jacques André me corrigera si je me trompe, mais la technologie blockchain, ça ne permet pas de faire le lien entre vous et l'information, enfin de certifier le lien entre vous et l'information qui est certifiée, qui est vérifiée, parce que vous ne pouvez pas, quand vous présentez une carte d'identité, la carte d'identité peut être falsifiée. Donc, mais ça permet de valider l'information que vous présentez, d'assurer l'organisme à laquelle vous la présentez, par exemple, que cette information est unique, inviolable et certifiée. C'est ça que ça veut dire. Je réagis par rapport à l'Afrique tout à l'heure, je sais que l'exemple plus brillant. Si une personne se présente et qu'elle n'a pas la possibilité, l'exemple qui était donné, c'était celui d'un QR code, de justifier son identité, elle pourra le faire avec son QR code. Mais est-ce qu'elle pourra dire c'est absolument moi? C'est pas le rôle de la blockchain. La blockchain, c'est une information unique, inviolable, qui n'est pas que la personne peut utiliser et valoriser. C'est juste une observation par rapport aux différentes interventions qui ont été faites. Ce qui suppose, si j'ai bien compris pour le coup, que c'est l'organisme certifiant qui lui-même doit être crédible, le certificateur, puisqu'en fait, ça n'est que le lien. Alors, très bien, ça m'amène justement à la question, parce que je crois que personne n'a posé la question, en tout cas de manière si directe que je voulais la poser, c'est que la blockchain, on se pose la question de savoir est-ce que c'est piratable? Est-ce que demain on pourrait voir émerger
de nouvelles formes de piratage. Est-ce que cette information pourrait perdre son caractère inviolable? Est-ce que les banques, par exemple, pourraient mettre en place ces solutions d'identité décentralisée en toute sécurité, ou est-ce qu'il y aurait un risque de devoir dévoyer justement les usages de cette identité décentralisée pour la mise en place, comme l'exemple qui a été donné tout à l'heure, de prêts bancaires, etc., comme présenté par la Commission européenne. D'où ma question, est-ce que la blockchain peut nous prémunir de piratage? La fraude bancaire, c'est quand même, voilà, elle existe. Le vol des données, c'est toujours assez présent. Est-ce que la blockchain peut nous prémunir de ces piratages, de ces dérives, et peut nous protéger de tout ça? Alors, voilà. Merci. Bon, un clin d'œil, mais la blockchain, je vais répondre laquelle. Une blockchain, quelle blockchain? Donc ça dépend de la robustesse effectivement du registre sur lequel on s'appuie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des systèmes d'identité décentralisés qui vont utiliser un registre public sans permission. D'ailleurs, j'ai fait exprès de vous citer quelques cas d'usage différents. La blockchain publique Cardano utilisée par l'Éthiopie, la blockchain publique Tezos utilisée par Gravity, la blockchain publique Algorand développée au Zimbabwe. Donc, quelle est la robustesse des informations, enfin, quelle est la robustesse des blockchains utilisées dans le cadre de la mise en place de ce paradigme de l'identité décentralisée? Lorsqu'elle est publique, a priori, c'est plus compliqué à hacker que quand elle est privée. Privée, ça veut dire que les personnes qui vérifient l'intégrité des transactions sont des acteurs identifiés sur le réseau. Alors, c'est toute la proposition de la Commission européenne de cette infrastructure blockchain à l'échelle européenne, où chacun des États membres gérerait un certain nombre de nœuds sur cette blockchain, mais ça reste une blockchain, je ne sais pas très bien d'ailleurs, c'est assez compliqué d'avoir cette information, publique avec permission ou privée, je n'ai pas la réponse. Auquel cas, il y a un risque à ce moment-là, effectivement, mais pour avoir une réponse qui va peut-être pas plaire, mais la seule véritable blockchain publique sans permission inviolable aujourd'hui, il faut regarder dans les premières parmi le classement mondial, et c'est Bitcoin, Ethereum et quelques autres dans ce classement. Aujourd'hui, je pense que c'est le rêve de tout hacker depuis 2009, enfin depuis 2014 on va dire, de casser cette blockchain publique. Mais vraiment, et tous les esprits les plus brillants de la Terre, mal intentionnés, pour l'instant, s'y sont cassés les dents. Et plus le système grossit, plus il est inviolable. Et pour rebondir sur la consommation énergétique de Bitcoin, justement, c'est pour ça que c'est de plus en plus impossible au fur et à mesure que ça agrandit de casser notamment la blockchain Bitcoin. Alors, une dernière question, Pascal, parce que là, Madame la Présidente doit partir et conclure. J'aurais voulu vous poser une question, et le cas inverse. Je perds mes données, je fais cliquer mon smartphone, il tombe en panne, j'oublie un code d'accès. On a souvent cité sur Internet le cas de ce Britannique qui avait une fortune en Bitcoin. Il a jeté malencontreusement son disque dur, il est en train de dépenser une fortune pour fouiller une décharge. On fait comment? Oui, alors il y a différents procédés qui permettraient de remettre la main sur un portefeuille crypto ou sur un portefeuille d'identité qui passe notamment par des phrases mnémotechniques qu'on doit récupérer, enfin qu'on doit conserver quelque part, avec ce risque quand même d'avoir en clair des informations pour récupérer un portefeuille d'identité. On parle aussi d'autres solutions, on parle de multisignature qui permettrait d'avoir un portefeuille et plusieurs personnes de confiance autour de soi qui, en cas de perte d'identifiant, pourraient valider que c'est bien vous qui souhaitez récupérer un portefeuille dont vous oubliez les clés. Voilà, merci à tous. Merci à vous. Madame la Présidente, 2 mots de conclusion. Donc, merci beaucoup. Vous avez vu que manifestement, à travers les questions, que ce soit par les internautes ou dans la salle, vous avez suscité beaucoup d'intérêt et de curiosité. C'est quand une nouvelle technologie arrive, c'est toujours un nouveau monde à découvrir. Juste 2 commentaires. Le premier, c'est à propos du caractère énergivore
du mode de sécurité de la blockchain. Vous avez voulu la traiter et penser que c'était un sujet qui était fermé. Non, il ne sera pas fermé puisque parallèlement au développement de la blockchain, évidemment, tout le monde est préoccupé du degré d'intensité de consommation d'énergie. Donc c'est un sujet qui va rester et qui met en concurrence la sécurité, les conditions de sécurité de la blockchain par rapport à d'autres supports. Et du coup, dans les éléments de la compétition, ça restera. Et puis la deuxième chose, c'est à propos de l'identité. Et notamment de la question du développement de ce support pour garder les preuves de l'identité dans des pays où l'état civil a un mauvais accès à l'ensemble de la population. Il se trouve que j'ai eu dans ma vie l'occasion de travailler sur ce qu'on appelle les enfants sans droit, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil et qui non seulement n'ont pas de preuve d'identité, mais n'ont pas d'identité tout court. Et là, on voit bien qu'il y a encore un maillon de la chaîne qui manque parce que il faut quand même que l'ONG ou l'état civil accède à ces personnes. Donc, on voit bien qu'il y a des champs. Il faut bien cerner quel est le périmètre des solutions qui sont proposées pour ne pas susciter des polémiques et rentrer dans des territoires qui sont trop controversés si on veut s'appuyer sur l'intérêt de cette technologie. Bravo pour les travaux que vous menez et je crois qu'on est un peu plus éclairé sur ce que représente la blockchain. C'est l'enjeu de ces matinales. Donc merci beaucoup à vous de vous être livrés à l'exercice. Et tous nos voeux pour les futurs débats qui ne font que commencer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux internautes et merci à notre public.